Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Bibliothèque 2. Aujourd'hui, la Bibliothèque 2 s'intéresse à l'avocat et conseiller politique Robert Bourgi. Robert Bourgi est un Sénégalo-Libanais qui est devenu, après français, il a écrit ses mémoires. Les mémoires, voici le livre, ça s'appelle « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique », un livre de plus de 600 pages. Qui raconte sa vie, son parcours, ses relations avec les différents chefs d'État, que ce soit au Sénégal ou en Afrique, et on va revenir en détail dans tout cela. Bonsoir Robert Bourgi. Bonsoir Pape Malik et merci de m'inviter sur votre plateau. Voilà. D'abord, une question. J'ai lu le livre du début à la fin. Ce que j'ai remarqué en premier, c'est un livre interview. Je rappelle que vous l'avez fait avec le journaliste Frédéric Lejal. Donc, pourquoi, la première question, pourquoi vous avez opté de faire le livre sous ce format-là? J'ai décidé de faire mes mémoires avec la préférence pour l'interview faite par un journaliste de renom. Frédéric Lejal est un africaniste de valeur. Il a été rédacteur de la Lettre du Continent pendant 20 ans. Il a été à Jeune Afrique. C'est un africaniste pointilleux et il fait aussi de l'investigation. Pour l'anecdote, pendant tant et tant d'années, je l'ai eu à mes trousses, parce que comme il faisait de l'investigation et que j'intéressais les journalistes d'investigation de tous bords, il voulait savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait faire vendre encore plus sa Lettre du Continent, un scoop sur moi. Or, ils n'ont jamais rien trouvé, bien que j'ai été qualifié de sulfureux et autres, mais je n'ai aucun problème lié à la justice pour des délits, quels qu'ils soient. Sulfureux parce que je faisais des choses étranges qui échappaient au comportement habituel des gens qui touchaient à la politique, voyez. Toujours dans l'ombre. Et c'est pour cela que j'ai choisi Lejal, parce que ce livre, il est vrai. Et quand on voit les questions qu'il m'a posées, on voit qu'il voulait aller au fond des choses. Ouais. Et c'est parce qu'il a été pointilleux, très curieux, perspicace, que j'ai répondu à des questions. Et ces réponses que je lui ai faites, je ne les aurais pas fait figurer dans les mémoires si c'était moi qui en avais été le seul écrivain. Ouais. Comment vous avez travaillé? Est-ce que c'était des mois d'interview ou bien des... Comment vous avez travaillé? On se voyait 3 à 4 fois par semaine, 2 heures. 2 heures à chaque fois, 3 à 4 fois par semaine, et on est resté à peu près 1 an ensemble. Vous connaissiez les réponses, les questions à l'avance? Pas du tout, il arrivait, il posait les questions. On choisissait les thèmes. Par exemple, il arrivait, aujourd'hui on va faire Bongo, Omar Bongo. Ouais. Demain, on va faire la Côte d'Ivoire. Ouais. Cette semaine, on va faire Chirac. Ouais. Cette semaine, on va faire Foccart. Mais je ne savais pas quelles étaient les questions qu'il allait poser. Mais pourquoi? Parce que c'est très rare de voir un livre écrit sous ce format-là. Livre interview, des questions, des réponses, des questions, des réponses, jusqu'à la fin. Pourquoi vous avez, au lieu de rédiger, d'habitude les livres, on rédige chapitre par chapitre, mais pourquoi vous avez préféré de faire des questions et des réponses? Je trouvais que c'était meilleur, une meilleure façon d'aborder ma vie en adoptant le format question-réponse. Parce qu'il y a des choses dont je n'aurais vraiment jamais parlé si ça avait été moi, par pudeur. Ouais. Mais lui, Frédéric Lejal, il y est allé alors... Et vous poussez à sortir les réponses? C'était presque un psychanalyste. Okay. D'ailleurs, je lui en ai voulu. Ah bon? Il y a eu à un moment donné, il m'a posé des questions concernant
les revenus que je tirais de mon lobbying. Et je lui disais, j'ai bien gagné ma vie, Frédéric. Il me dit, non, mais il faut me donner des chiffres. Et c'est là que j'ai donné un chiffre sous Ali Bongo Ndimba, qui avait défrayé la chronique. C'est un chiffre qui apparemment est élevé, voyez, mais comparativement à ce que prennent les agences de communication au Sénégal, en Afrique, en France et ailleurs, c'est minime. D'accord. Voilà. D'accord. On va y revenir. Dès le début du livre, vous avez décrit votre enfance à Dakar avec un père libanais très influent dans les années 60. Vous dites que votre père, Mahmoud, accueille chez lui des figures politiques telles que Lamine Gueye, Ngalandou Diouf et puis d'autres chefs religieux. À l'époque, si vous vous souvenez, c'était comment à la maison? Écoutez, nous, d'abord, la période Ngalandou Diouf, je ne l'ai pas connue. Ngalandou Diouf était député dans le premier tiers du XXe siècle. Mais j'en avais entendu parler et je l'ai vu à la fin de sa vie. Ce qui est fascinant chez mon père, c'est que mon père est arrivé à Dakar il y a 103 ans. 103 ans. Plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Et il repose au cimetière de Yoff. Et il est arrivé du sud Liban, pauvre comme Job, c'était la misère au sud Liban, et les gens ont émigré. Certains sont allés en Afrique, d'autres aux États-Unis, d'autres en Australie, d'autres en Amérique du Sud. Lui est parti pour rejoindre son frère, qui était déjà depuis une vingtaine d'années en Amérique du Nord. Il prend le bateau à Marseille, le bateau fait escale à Dakar, et il y a eu une panne, on va réparer le bateau. Et quand le moment de repartir en Amérique est arrivé, mon père avait passé quelques jours à Dakar, il s'y est senti bien. Il y est resté. Il y est resté. Mais il faut savoir que mon père, au niveau de la culture arabe, niveau certificat d'études, c'est un pauvre paysan, niveau certificat d'études, et pour ce qui est du français, niveau maternel. Il n'a jamais su parler le français, même à la fin de sa vie. Il parlait un sabir. Il fallait vraiment être Champollion pour décrypter ce qu'il voulait dire. Mais il a réussi. Il s'est intégré immédiatement dans la société sénégalaise. C'était un homme porté sur l'altruisme. Il était généreux, il était gentil, ouvert. Et c'est là la première rencontre qu'il a faite, notable, ça a été Ngalandou Diouf. Il s'est lié à Ngalandou Diouf, député français et homme politique de premier ordre. Et ensuite, il a connu Lamine Gueye et tous les hommes politiques. Il a connu Senghor, mais il était laministe, papa. Il était très lié à papa Lamine, très, très lié. Et s'il a serré la main à Senghor 3-4 fois dans sa vie, Senghor ne l'a jamais aimé pour la simple unique raison. Vous le racontez dans le livre. Oui, pour la simple unique raison qu'il n'a jamais voulu abandonner Lamine et rejoindre Senghor à partir des années 46, 47, 48, quand Lamine a été battu par Senghor. Vous voyez. Et donc, il a connu aussi les chefs religieux, tous. Par contre, ceux-là, je les ai vus à la maison. El Hadji Ibrahim Diop, El Hadji Omar Ndir, El Hadji Seydou Nouroutal, El Hadji Amadou Hassandoy. Je les ai tous connus à la maison. Et comme papa avait réussi dans les affaires et qu'il était proche de Lamine Gueye, à l'époque, il y avait une tradition, vous êtes trop jeune, demandez à vos aînés, au moment des élections, SFIO de Lamine, BDS de Senghor, il y avait les fanals, vous savez, on finançait les fanals, les carnavals, quoi, vous voyez. Et papa finançait tout ce qui était fanal de Lamine Gueye, sur Dakar comme sur Saint-Louis. Et à la fin des élections, quand Lamine l'emportait, tout ce beau monde arrivait à la maison, et c'était une joie pour nous qui étions des enfants. Et c'est là que j'ai pris le goût des relations politiques, humaines et politiques, vous voyez. Bien que je n'avais que 9-10 ans. Senghor lui en voulait à cause de ça, ou bien? Je vais vous dire,
quand Senghor est devenu, a pris l'ascendant sur Senghor, sur Lamine Gueye, le pouvoir colonial avait approché, dont papa était très proche. Il était très proche des administrateurs de la France d'outre-mer, des gouverneurs de l'époque. Les gens lui avaient dit, Mahmoud, je crois qu'il serait bon que vous vous rapprochiez de Senghor parce que c'est lui l'homme de l'avenir. Lamine Gueye, bon, sa cote affaiblie, il a été battu, il est maire de Dakar, certes, mais il n'est plus député. Et Senghor avait envoyé un homme qui s'appelait Joseph Mbaye, un proche de Senghor, dans les années 50. Dire qui a rejoint Dia après. Voilà, il faut que tu rejoignes Senghor. Moi, il m'a envoyé te voir, Mahmoud, il faut que tu viennes. Il lui a dit jamais. Moi, les gènes de la fidélité, je reste avec Lamine jusqu'à la fin. Et Senghor lui en a voulu. Et lorsque Senghor est devenu président de la République en 60, il l'a rayé de la liste du protocole. Pour les invités. Ah oui, il l'a rayé de la liste du protocole. Il était toujours invité chez les gouverneurs généraux. Et du jour où Senghor est devenu président de la République, il l'a rayé du protocole. Et mon père l'a très mal pris. Et comme il était très lié à Focard et à l'ambassadeur de France, Claude Étier de Bois-Lambert, il est allé se plaindre. Et Focard a immédiatement rétabli les choses. A dit à Senghor, il n'est pas normal que notre ami Mahmoud Bourgi ne soit pas invité au palais. D'accord. Et il lui en a voulu jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose que j'ai révélé dans les mémoires. Papa Lamine et maman Lamine venaient souvent à la maison et nous allions très souvent chez eux. Papa Lamine habitait avenue de la République, près du palais. Et nous allions très souvent chez eux. Et lorsque Lamine Gueye est tombé malade en juin 68, au moment des événements de mai 68 à Dakar, l'université fermée, vous vous en souvenez, j'étais à la fac, moi, à Dakar. Et maman Lamine avait prévenu papa pour dire que son mari était très fatigué. Et lorsqu'il est mort, papa Lamine, lorsque Senghor, président de la République, a été averti et qu'il est venu se recueillir devant le corps de Papa Lamine, il a trouvé qui? Le vieux Mahmoud Bourgi. Papa était là avant lui. Vous savez, quand il nous le racontait, il en avait les larmes aux yeux, papa. Mais il était là avant Senghor. On poursuit. Plus tard, vous avez fait carrière dans l'enseignement à Cotonou. C'est un poste qui vous a rapproché des chefs d'État. C'est à partir de là que vous avez commencé à faire des connexions avec les dirigeants africains. Non. Lorsque je suis allé à Cotonou, de 1973 à 1977, je n'avais encore aucune fonction au sein de l'organigramme du Parti gaulliste. Les nominations sont arrivées quand j'étais prof à la fac de droit d'Abidjan, à partir de 1981. Mais à Cotonou, j'ai eu la première expérience avec un chef d'État, c'était le général Kérékou, et qui venait de renverser le pouvoir civil et de prendre le pouvoir, Mathieu Kérékou. Et je me suis lié d'amitié avec un homme qui était craint, redouté, mais avec moi, il a été d'une gentillesse extrême. Mathieu Kérékou, président du Bénin. Et il se trouve que la femme de Kérékou, Béatrice, lorsque je l'ai rencontrée, je l'ai regardée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai dit, mais il me semble que je vous connais, madame, la femme du chef de l'État. Moi, petit coopérant à Cotonou, vous voyez. Elle me dit, vous me connaissez d'où? Je dis, madame, j'ai de la mémoire. Vous étiez avec moi en première année à la fac de droit de Dakar. Elle m'a regardé. Elle me dit, c'est toi le fameux Bourgi qui perturbait l'amphi? Je lui ai dit, c'est moi. Elle me dit, mon Dieu. Je lui ai dit, mais à l'époque, tu attendais ton fiancé à chaque fois.
Elle me dit, mais c'est Mathieu. Ok. C'est Mathieu qui venait de Cotonou à Dakar pour me voir. Ok. Et voyez, j'ai passé 4 années extraordinaires au Bénin. D'accord. Où j'ai noué des relations fraternelles, sincères, vraiment exceptionnelles. D'accord. Vous dites dans le livre, vous écrivez, mes missions consistent à faire passer des messages plus ou moins cryptés. Je contourne la diplomatie officielle, ce qui au passage me vaudra bien des déboires. C'était quel genre de mission et quel genre de déboires? Quand Jacques Chirac, président du RPR, maire de Paris, c'était quelqu'un, Chirac. Hein. Il avait été le premier ministre de Giscard d'Estaing, patron incontesté du RPR, maire de Paris, ami des chefs d'État africains. Ouais. Lorsqu'il m'envoyait en mission auprès des chefs d'État africains, il y avait des ambassadeurs dans ces pays-là qui se doutaient bien qu'il y avait un certain Bourgi qui naviguait à Libreville, à Abidjan, à Cotonou et autres. Je ne les voyais jamais. Jamais, jamais. Chirac m'avait dit, vous allez voir, les chefs d'État, Robert, vous ne voyez personne. L'ambassadeur ignore votre présence. S'il venait à l'apprendre, vous ne les voyez pas. Même les renseignements aussi. Je sais. S'ils faisaient bien leur boulot, les renseignements, ils savaient que j'étais là. Tout ce que je faisais, tout ce que Chirac me chargeait de dire au chef d'État, restait secret entre Chirac, moi et le chef d'État. Et ça gêne la diplomatie officielle. Les diplomates n'aiment pas être contournés. Or, il se trouve que Jacques Chirac, comme le général de Gaulle, comme Sarkozy plus tard, avait une piètre considération pour les diplomates, ceux de la carrière, comme on dit. Donc, on poursuit dans le livre. Sur la question qui furent les présidents africains ayant contribué à la présidentielle de 2002 en France, vous avez répondu Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade avait financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Absolument. En 2002, quelque temps avant la présidentielle de mai 2002, Jacques Chirac m'avait envoyé auprès d'Abdoulaye Wade. Il m'avait dit, Robert, essayez de sensibiliser le président Wade à ma campagne présidentielle, parce que Jospin était Premier ministre, socialiste, et Jospin avait mis la main sur les fonds spéciaux dans lesquels puisait le président quand il était président et que le Premier ministre était de son parti. Jospin avait mis la main dessus et Chirac n'en retirait rien. Et j'étais allé voir le président Wade. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu diras à Jacques que je vais financer sa campagne. Et 2 ou 3 mois avant la présidentielle, Jacques Chirac, Abdoulaye Wade envoie Karim à Paris. Et Karim était porteur d'une somme de 1 million de dollars qu'il a remise à Dominique de Villepin, secrétaire général de l'Élysée. C'est la seule fois où Abdoulaye Wade a financé en 2 mandats l'action politique de Jacques Chirac. L'argent, il venait d'où? C'était l'argent de l'État du Sénégal. Monsieur, vous me posez une drôle de question. Abdoulaye Wade vous dit, je t'envoie Karim et tu vas remettre, qui est chargé de remettre à Dominique de Villepin quelque chose. Vous pensez que Villepin ou moi ou Chirac allait demander à Abdoulaye Wade d'où viennent les fonds? Non. Jacques Chirac acceptait les fonds pour financer son action politique. D'où venait-il? Je l'ignore. Mais il avait financé à hauteur de 1 million de dollars. Mais, ayant été aux côtés d'Abdou Diouf, Abdou Diouf, j'ai été à ses côtés. J'étais son ami. Je faisais des missions auprès de lui. Chirac, Abdou Diouf, Chirac. Abdou Diouf n'a jamais donné le moindre centime. De la même façon que Macky Sall n'a jamais donné le moindre centime. Le seul qui est trempé, vous voyez, dans la cuisine de la France-Afrique, ça a été Abdoulaye Wade.
Une seule fois. Est-ce que les autres, on leur demandait, par exemple, soit Abdou Diouf ou Macky Sall, est-ce qu'il y a eu des tentatives, de velléité de demande de la part des dirigeants français, comme ce qu'ils ont fait avec Abdoulaye Wade? Moi, je ne travaillais que pour Chirac. Chirac a essayé, première fois qu'on me pose cette question, vous êtes aussi perspicace que Maïmouna. Chirac m'avait dit, essayer de sensibiliser Abdou Diouf. Je lui ai dit, monsieur le Président, oubliez Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est un anglo-saxon. Vous savez, la rigueur anglo-saxonne, je n'ai jamais d'ailleurs retrouvé. En 30 ans de fréquentation des chefs d'État africains, je n'ai jamais rencontré un homme comme Abdou Diouf. C'était la rigueur anglo-saxonne. Vous savez, c'était le grand serviteur de l'État. C'était le technocrate pur. Je lui dis, monsieur le Président, oubliez Abdou Diouf. Rattrapez-vous ailleurs, oubliez Abdou Diouf. Et il a essayé du temps de Macky Sall. Je lui dis, Président, Macky est pareil. Qui avait essayé du temps de Macky Sall? Sarkozy. Sarkozy, de toute façon, n'a jamais accepté l'argent. Ok. Jamais. Jamais. Mais Chirac avait essayé un peu du côté de Macky. Je lui dis, ne venez jamais. Macky Sall ne donnera jamais. C'est pas homme à donner. D'accord. Vous dites que dans le livre, Karim Wade est votre neveu. Vous n'étiez pas tendre avec lui, c'est ce que vous avez écrit. Pouvez-vous nous expliquer pour qu'on puisse comprendre? Non. Si aujourd'hui, je sens que Karim a des problèmes, je serai là. Si Karim sent que Robert Bourgi a des problèmes, il sera là. J'ai la même affection pour Karim qu'un oncle pour son neveu. D'ailleurs, il m'a toujours appelé tonton, moi je l'ai appelé mon neveu. Et ce que j'ai reproché à Karim, c'est d'avoir tout fait, forcé la main à son père pour faire un 3e mandat. Alors que Nicolas Sarkozy à l'Élysée avait dit en ma présence à Karim Wade, Karim, évitez le combat de trop à votre père. C'est lui qui a forcé la main à son père, Karim? Absolument. Abdoulaye Wade ne voulait pas d'un 3e mandat. Il faut que je vous le dise. J'ai été assez intime avec le président Wade. Il n'en voulait plus. Ouais. Là, j'étais là, il n'en voulait plus. Il avait fait 2 beaux mandats, Abdoulaye Wade, 2 beaux mandats, et il n'en voulait plus. Karim lui a forcé la main. Et il y est allé. Mais il n'en voulait pas. Il y est allé. Et Karim avait même dit à Sarkozy, à l'Élysée, il lui a dit, mais Karim, quelles sont les chances de votre père? Et il lui dit, il gagnera au premier tour. Mon père gagnera au premier tour. Et Sarkozy se retourne vers moi, il dit, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Robert? Je lui dis, écoute, je laisse Karim raconter son histoire, mais Macky Sall l'emportera. D'accord. Macky Sall, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Wade a été balayé, et c'est Macky Sall qui est passé. D'accord. Alors dans le livre aussi, vous évoquez avec Sarkozy le discours de Dakar à l'université Cheikh Anta Diop. Discours où il a dit bien sûr que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Proche de Sarkozy, connaissant l'Afrique et surtout le Sénégal, il vous a demandé avant la lecture de ce discours, il vous a demandé conseil, Sarkozy. Je vais vous faire un aveu. J'ai en face de moi, il me semble, c'est Cheikh Anta Diop que j'ai en face de moi. Ouais. Hein? Ouais, c'est lui. C'est sa photo. J'ai eu ce privilège et cet honneur de converser avec lui. J'ignorais complètement le contenu du discours de Dakar. Quand Sarkozy a décidé de faire la Libye, le Sénégal, le Gabon, il m'a dit, va m'attendre à Libreville. Et je n'ai pas fait l'escale de Dakar. Je ne savais même pas qu'il y avait un discours, le fameux discours de Dakar. Et lorsque Sarkozy a
a lu ce discours qui avait été préparé par Henri Guénaud, qui connaissait l'Afrique et le Sénégal, comme moi je connais le Tadjikistan, vous voyez, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et Abdoulaye Wade, le soir même, j'étais avec Bongo à Libreville, a appelé le président Bongo, il lui a dit, mais Omar, tu as écouté le discours de Nicolas? Il lui a dit, mais je crois qu'il a dû boire, Nicolas. C'est pas possible qu'il ait prononcé ce discours. Et lorsque le lendemain, Sarkozy est venu à Libreville, c'était la suite de son périple, Bongo lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller prononcer ce discours, Nicolas? Mais qui te l'a écrit? Il a dit Henri Guénaud. Mais je l'ai lu uniquement dans la voiture qui me conduisait à l'université. Sarkozy a dit ça? Il lui a dit ça. Je l'ai lu dans la voiture. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit, Henri Guénaud. Alors Bongo de lui dire, mais tu as la chance d'avoir mon fiston, il m'appelait fiston, Robert, qui est sénégalais. Mais comment tu peux ne pas l'avoir mis dans la confidence? Il dit effectivement, j'ai oublié, j'aurais dû. Et... Il a reconnu que c'est une erreur. Ah oui, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. D'ailleurs, le seul chef d'État africain qui est approuvé poliment, ça a été Thabo Mbeki d'Afrique du Sud. Mais autrement, tous les autres chefs d'État étaient vent debout contre ce discours. Il le regrette, monsieur. Il le regrette. Sarkozy. Ah, il le regrette. Souvent, j'en parle de ce discours de Dakar. Je lui dis, mais vraiment, toi, qu'est-ce qui t'a pris d'aller prononcer ce discours? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller prononcer? Il me dit, je le regrette, mais c'est trop tard maintenant. D'accord. Dans le livre aussi, il y a une... Bon, ça m'a fait rigoler. Il y a une scène assez cocasse. Vous racontez Roland Dumont, qui est devenu plus tard après... Bon, il n'était pas en ce temps-là, mais qui est devenu après président du Conseil constitutionnel en France. C'était un jour où vous êtes croisés dans la salle d'attente de Omar Bongo. Vous étiez venu chercher de l'argent pour Jacques Chirac dans la campagne présidentielle de 88. Bon, racontez-nous, parce que moi, ça m'a fait rigoler. C'était une habitude chez Chirac de solliciter l'aide financière de Bongo. C'était le plus large, Bongo, le plus généreux. Et il était Premier ministre de Mitterrand. En 88, il était Premier ministre de la première cohabitation. Et au mois de janvier, février, Chirac me dit, il faut aller voir le président Bongo, vous dites que la campagne me coûte cher, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Et je suis allé à Libreville. Il me dit, papa, voilà, Chirac a besoin d'un peu de Ifora. Ifora, c'est Khalis, mais en batéké. En batéké, on dit Ifora. Ici, on dit Khalis. Bon. Il me dit, ah, mais je lui ai déjà envoyé. Bon, alors viens demain. Viens demain, c'est un samedi. Viens demain et arrive à telle heure et je ferai le nécessaire. Quand j'arrive dans la salle d'attente du président Bongo, un samedi soir, il n'y a personne. Le capitaine Simba m'attend. Il me dit, assieds-toi là. Je lui dis, comment vas-tu, Simba? Il me dit, ça va, grand frère, tout va bien. Et je lui dis, comment va le patron? Il me dit, ça va. Et il a préparé quelque chose pour le président Chirac. J'étais assis, il y avait la télévision, et on regardait, Simba et moi, l'aide de camp de Bongo, la télé, et la porte s'ouvre. Je vois rentrer le capitaine Anchama, l'autre aide de camp, et derrière lui, Roland Dumas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Et je me lève, je lui dis, mes respects, monsieur le ministre d'État. Il me dit, bonjour, bonsoir, Bourgi. Je dis, bonsoir. Et il me dit, je crois que nous venons pour la même chose. Et moi, j'ai rien dit. Comme si je n'étais pas au parfum. Il s'est assis, et Simba était gêné, parce qu'à ce moment-là, la lampe verte s'est allumée, donc, aux visiteurs. Simba se lève, il me dit, on va rentrer, monsieur Bourgi. J'étais redevenu monsieur Bourgi, pas grand frère, hein, devant monsieur Dumas. Je lui dis, Simba, moi je ne peux pas rentrer avant un ministre d'État qui se trouverait le ministre de Mitterrand. Il me dit, ah, le président veut que ce soit vous. Je lui dis, non, moi je ne peux pas. Et Roland Dumas est entré avant moi dans le bureau. Et au bout d'une demi-heure, Roland Dumas sort, un peu plus lourd qu'il n'y était entré, et Anchama l'a aidé
apporter le colis. D'accord. Et à ce moment-là, je rentre. Ce que j'ai entendu, tout est tombé. Il vous a hurlé dessus, quoi. Abruti, con, imbécile, tout. Je lui dis, mais papa, pardon, mais je ne peux pas rentrer avant Roland Dumas. C'est moi le président. C'est moi qui décide, c'est pas Roland Dumas. Et voilà, j'avais prévu ça pour Jacques, et lui a pris la moitié de ce que j'avais prévu pour Jacques. Ok. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, papa, vous allez appeler Chirac et vous lui dire que je vais venir moins chargé que prévu. C'est ce qu'il a fait aussitôt. D'accord. Aussitôt. Mais, j'ai oublié d'être bête. Bongo l'avait fait exprès. Parce que c'était un metteur en scène génial. Comme à Hollywood ou à Cinecittà en Italie. Il a voulu que les deux preneurs d'argent, un pour Chirac et un pour Mitterrand, se rencontrent au même endroit pour la même chose. Donc, mais Chirac... pourquoi Mais il était comme ça, Bongo. Bongo était comme ça. Ça veut dire que Chirac savait que Bongo finançait Mitterrand et Mitterrand savait que Bongo finançait Chirac. D'accord. Oh, bon, on poursuit toujours. Bon, on va parler de Mobutu. Oui. Vous avez décrit Mobutu dans le livre comme quelqu'un de bienveillant, de généreux. Parfois, bon, vous dites même qu'il prêtait son avion aux autorités françaises. On se demande comment quelqu'un comme Mobutu peut être présenté comme ça. À un moment, quand je lisais, je me dis que on sentait quand même une sorte de tendresse envers Mobutu, alors que il était tout le contraire, Mobutu. Vous l'avez voulu Vous savez, le présenter comme ça, ou bien? Je l'ai présenté, je n'ai rien voulu cacher de la générosité de Mobutu. Il a non seulement financé la droite française depuis Pompidou, ensuite Chirac et compagnie, Foccart, mais il mettait à la disposition des autorités françaises son avion, un quadrille réacteur. Ouais. Et pourquoi en ai-je parlé, monsieur? Vous allez le comprendre. J'avais une tendresse infinie pour cet homme, Ouais. qui est condamnable pour sa gestion de la politique. Oui, il a été très dur. Il a exécuté des gens. Très dur, je l'admets. Mais en quelques années, il s'est tissé entre lui et moi des relations de père à fils, vraiment, d'une tendresse. Pourquoi ai-je parlé de l'avion dont vous parliez? Ouais. Falcon 600. 747 pour Jacques Toubon. Jacques Toubon était garde des Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement d'Alain Juppé sous la présidence de Chirac. Il devait aller en Arménie. Ouais. C'est pas la porte à côté, l'Arménie. À Erevan en visite officielle. Ouais. Et la suite de Jacques Toubon était nombreuse. Un avion ne suffisait pas. Sans doute qu'il ne l'avait pas. Ouais. Un avion de la flotte officielle française. Et il m'avait dit, est-ce que le maréchal peut me prêter son avion? Je demande à Mobutu. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai mis. Et je dis, papa maréchal, Toubon doit aller en visite officielle en Arménie. Est-ce que vous pouvez mettre à sa disposition votre avion? Il me dit qu'à cela ne tienne, Robert. Et il a mis son 747 à la disposition de Toubon et de toute sa délégation pendant 3 jours à Erevan. Paris-Erevan, 3 jours, Erevan-Paris. Toubon était content comme tout. Mobutu était content d'avoir rendu service, encore une fois, à son ami Chirac via Toubon. Seulement, lorsque Mobutu est tombé malade, il avait un cancer très avancé de la prostate. Il avait été renversé par Laurent Désiré Kabila. Il a quitté précipitamment, allongé dans un avion militaire, Badolité, là où il habitait.
aucun pays africain ne l'a voulu. C'est le Togo qui l'a accueilli pour 48 heures. Parce qu'on ne trouvait pas un point de chute. Il était très malade déjà. Et Eyadema l'a accueilli 2 jours. Et ensuite, Eyadema voulait que l'on me pardonne, s'en débarrasser. C'est finalement le roi Hassan II, dans sa générosité extrême, qui l'a accueilli avec tous les honneurs d'un ancien chef d'État. Il l'a fait hospitaliser à la clinique royale à Rabat. Et la France n'en a pas voulu. Et quelques jours avant sa mort, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça figure dans les mémoires, je reçois un coup de fil du colonel Motoko, l'aide de camp du maréchal Mobutu. Maître, je lui dis oui, colonel. Il me dit, papa maréchal veut vous parler. Je lui dis, mais Motoko, il est fatigué, papa maréchal, il ne faut pas qu'il appelle, ça va le fatiguer. Il me dit, maître, il a quelque chose d'important à vous demander. Alors il me l'a passé, Robert, c'est important, la voix, il avait une voix extraordinaire, mais là, la mort approchait, vous voyez, la mort rôdait. Et il m'a dit, Robert, j'ai besoin d'un visa de la France pour aller me faire soigner à Monaco, à la clinique Princesse Grace de Monaco, parce que le maréchal Mobutu avait un domaine, vraiment une grande propriété à 10 km de Monaco. Il m'a dit, je voudrais aller me faire soigner et éventuellement mourir en France, chez moi, pas à Rabat. Ouais. Essaye de m'obtenir un visa. Mobutu, qui pendant 40 ans a aidé les dirigeants de la droite française. Il me dit, et c'est moi qui lui dis, mais papa maréchal, Foccart est mort. Foccart, c'était votre parapluie atomique. Foccart, personne ne pouvait lui refuser quoi que ce soit. Ouais. Il a dit, tente auprès de Jacques. Jacques, c'était Chirac, président de la République française. Je me rapproche de Chirac. Chirac savait tout ce que Mobutu avait fait. Chirac me dit, la décision, je ne peux pas la prendre. Voyez Villepin, le secrétaire général de l'Élysée. Et moi de dire, mais enfin, monsieur le président, vous êtes le président de la République. C'est vous qui... Il m'a dit, non mais, Dominique. Je vais vers Dominique de Villepin, qui me renvoie à Juppé. Alors, Juppé, ça a été, vous savez, les portes de la prison. Je n'en veux pas en France. Et Mobutu est mort quelques temps après. Et puis dans le livre, vous dites que Juppé a dit qu'il aille mourir ailleurs. Voilà. C'est-à-dire à Rabat. Ouais. Et pas en France. Et peut-être qu'un jour, en vieillissant, je dirais le terme qu'a utilisé, le vrai terme qu'a utilisé Mobutu. Juppé. Juppé. Ouais. Je préférais utiliser ce terme. Et Mobutu est mort à Rabat. Il est enterré à Rabat, où il se trouve toujours, alors que cet homme a tant fait pour la France. Ok. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Et il y avait une grande tendresse entre lui et moi, c'est vrai. D'accord. Et il y a une autre chose aussi qui m'a marqué dans le livre. Vous dites que les hommes politiques français tels que François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, son fils, Chirac, recouraient au marabout. Ça m'a un peu étonné. Pour expliquer comment se fait que des gens qui ont une autre culture, une culture occidentale, voilà, ça donne à des pratiques un peu mystiques. C'est un peu curieux ça. Pour ce qui est de Mitterrand, c'était dans la presse. Je l'avais appris que Mitterrand consultait régulièrement une voyante française célèbre qui s'appelle Carmen Tessier, qu'il avait décorée et tout. Et je savais, par quelques chefs d'État africains, qu'on faisait des sacrifices de bœufs pour le président Mitterrand en Afrique. Mais je n'ai jamais été actif dans cela. Je l'ai été pour Chirac. Bongo a activement actionné le travail mystique des marabouts
des grands marabouts. Ouais. Pas celui de la bouche de métro, vous voyez, Ouais. qui vous prédit le succès à la loterie nationale et tout. Bon. Et en 88, il avait dépêché son marabout. Je parle du président Bongo. Ouais. Le marabout s'était retrouvé en face de Chirac, et Chirac lui dit, mais moi j'avais dit à Chirac, il faut l'appeler papa, ni monsieur ni rien, papa, Ouais. respectueux. Il lui a dit, papa, comment voyez-vous les choses pour moi? Il lui a dit, mon fils, tu vas perdre. Chirac était persuadé qu'il allait gagner en 88, parce que les sondages de Pasqua le faisaient vainqueur. Alors Chirac se tourne vers Foccart, lui dit, Jacques, vous y croyez? Il lui a dit, moi je n'ai jamais cru dans les sondages de Pasqua, je crois plus dans ce que dit le marabout. Et Chirac a effectivement perdu. Ensuite, il y a eu l'élection de 95. Ouais. Même scénario, même marabout, Bongo officie, envoie le marabout, que je vais chercher, que j'installe à Paris. Et là, le marabout lui dit, vous allez gagner. Alors Chirac de me dire à moi, il dit, mais Robert, est-ce qu'il sait que je suis à 14% dans les sondages et que Balladur est loin devant? Je lui ai dit, monsieur le maire, il dit que vous allez gagner, moi je crois que vous allez gagner. Il se tourne vers Foccart, Foccart lui dit, moi, Jacques, je vous ai dit que je croyais plus dans les sondages, dans les paroles du marabout, du saint homme, que dans les sondages. Et Chirac a gagné. Chirac a gagné. C'était grâce au marabout ou bien... Vous savez que je suis des vôtres. Vous savez que le khalwa du marabout le jeudi soir, c'est entre lui et Dieu et l'Éternel. Nous ne sommes pas informés de ce qui se passe. Ok. Permettez-moi de répondre, je n'ai pas de réponse à D'accord, cela. d'accord, d'accord. Lorsqu'il s'isole le jeudi soir et qu'il fait son khalwa, D'accord. entre lui et Je l'Éternel. comprends, je comprends. Bon, on va revenir à Abdoulaye Wade. Parce que vous dites qu'en 2010, Jean-Christophe Rufin, qui était ambassadeur ici à Dakar, commençait à critiquer Abdoulaye Wade en disant que la statue de la Renaissance africaine c'était trop coûteuse, il faut une négociation entre Wade et l'opposition. Vous racontez dans le livre que Wade a participé à son éviction. Est-ce que ça c'est vrai? Je n'ai pas pour habitude de mentir. C'est quand même curieux qu'un chef d'État local dise qu'un ambassadeur, il faut qu'il parte et qu'on l'a limogé. Mon livre est sorti il y a 2 mois. Vous n'avez entendu parler d'aucun démenti, aucune procédure de diffamation. Parce que ce que je dis est la vérité absolue. J'allais prendre l'avion pour rejoindre ma famille en Corse. Le téléphone sonne, mon portable. Ouais. Et c'est tonton Abdoulaye. Il me dit, Robert, j'ai besoin de toi. Je lui dis, tonton, je pars en Corse. Il me dit, j'ai besoin de toi. Retarde ton départ. Va voir Nicolas. Qu'il me débarrasse de Jean-Christophe Rufin. Parce qu'il est plus opposant à moi que les opposants eux-mêmes. Je lui dis, tonton, mais... Il me dit, tu y vas. Et me voilà parti. Je suis revenu à l'Élysée, je vois Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, je lui dis, Claude, j'ai une mission ultra urgente de la part du président Wade. Il veut qu'on enlève l'ambassadeur Christophe Rufin. Il me dit, bon, alors on va exposer ça au président. Nous allons chez le président Sarkozy, et j'explique à Nicolas Sarkozy ce qu'il en est. Il me dit, comment tu penses que Wade va maintenir sa position? Je lui dis, Nicolas, je connais tonton Abdoulaye. À la voix, il y tenait. Il y avait la grosse colère. Et tu connais le caractère volcanique de Wade quelquefois. Et je lui dis, tu l'as connu toi-même, à ton détriment. Alors il se tourne vers Guéant, lui dit, alors trouvez-moi un remplaçant, Claude. Tu en connais un, toi, Robert? Je lui dis, moi, il se trouve que Sassou Nguesso, non mais je ris, parce que j'ai vécu des scènes grotesques, cocasses, comiques,
il se tourne vers moi et il me dit, mais tu en connais un, toi? Je lui dis, écoute, il se trouve que Sassou Nguesso m'a chargé d'une mission, je devais t'en parler. Il veut se débarrasser de l'ambassadeur de France à Brazza, qui flirte un peu trop avec les opposants. Et puis Sarkozy a accepté. Et bien sûr qu'il a accepté. Ah bon? Alors voilà que Ruffin quitte Dakar. Mais je n'y suis pour rien. Moi, je ne suis que le simple télégraphiste. J'ai transmis un vœu pressant d'un chef d'État. Voilà que Ruffin est relevé de ses fonctions et remplacé par Nicolas Normand de Brazzaville. Il est monté en grade, il se retrouve à Dakar. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais pourquoi on se pose la question. C'est la France-Afrique, monsieur. Ouais. C'est ça, un des caractéristiques. C'est la France-Afrique qui a voulu que, une des caractéristiques, quand un président africain demande à un chef d'État français de faire ça, comme par exemple vous avez décrit dans le livre que Omar Bongo même confectionnait les gouvernements. Les noms du gouvernement. Mais on se demande comment est-ce possible. Ou bien c'est parce que Omar Bongo donnait de l'argent au chef d'État français. Non seulement il donnait de l'argent, mais il connaissait personnellement chaque homme politique français, qu'il soit de droite ou de gauche. Et les hommes politiques français, qui deviennent ensuite des chefs d'État, ont vu que le président Bongo pesait lourdement dans le choix des ministres. Bon. Et c'est comme cela que Bongo confectionnait les gouvernements français. Vous avez vu la lettre, El Hadji Omar Bongo, son papier à lettres avec les noms. Et pourtant, comme pour Mobutu, Bongo est mort dans une petite clinique à Barcelone, alors qu'il était toujours patient à l'hôpital américain de Neuilly à Paris. Et on l'a laissé mourir à Barcelone. Là aussi, j'ai voulu en parler. C'est l'ingratitude des dirigeants français. La France a lâché les dirigeants. Elle a lâché certains. À la fin, Bongo n'était plus un personnage désirable en France. Je l'ai vécu. Est-ce que c'est parce que ce sont les relations qui se sont transformées? C'est pour cela que... C'est-à-dire qu'à un moment donné, les juges se sont mêlés de l'affaire Elf, l'Angola Gate, les biens mal acquis. Vous comprenez? Et Bongo, on a souffert terriblement. D'accord. Dans toutes ces missions-là, vous dites que bon, on vous payait, Bongo vous payez 50 000 euros par mois. C'était le tarif. Mais vous dites que la France ne vous a rien donné. Même les billets d'avion, on vous donnait pas ça. Je n'ai été payé par la France qu'entre 1986 et 1988, quand j'étais officiellement conseiller politique du ministre de la Coopération. J'étais officiellement dans un cabinet ministériel. Mais de 88 à maintenant, je n'ai jamais eu un centime. Je dis bien un centime du gouvernement français. Donc vous travaillez gratuitement pour l'État français? J'étais lobbyiste et j'étais conseiller politique et personnel de 11 chefs d'État. J'avais des émoluments, j'avais des honoraires. Par exemple, 50 000 euros, il veut dire bon, 33 millions de francs CFA. Vous pensez que ce que vous faites, votre travail méritiez ce salaire-là? Vous n'imaginez même pas le travail que je faisais. Je gérais l'emploi du temps de plusieurs gouvernements en Afrique. Gouvernements africains en France. Je m'occupais des agendas, des rendez-vous, des hôtels, de tout. Je faisais tout. Ça les valait dessus. Au-delà des émoluments, au-delà des courtages que vous faisiez et tout, et puis avec des chefs d'État qui sont pas, qui faisaient tout ce qu'ils faisaient, c'était contre la morale, avec des assassinats, avec des persécutions d'opposants politiques et tout. Mais à l'intérieur de vous-même, est-ce qu'à un moment vous vous dites que moi, ce travail avec ces gens-là, c'est pas moral, c'est pas éthique, je vais lâcher? Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à ça? En 2005. Ce n'est qu'en 2005 que vous vous êtes rendu compte? Ça a travaillé, mais en 2005, j'ai décidé de ne plus le faire. 2005.
Chirac était encore président, Ouais. Sarkozy est arrivé après, et c'était terminé. Je ne suis plus rentré dans ce commerce-là, dans ce genre de relation. Je ne suis plus rentré. Vous avez décidé de déballer tout En 2011. Ouais, en 2011 dans le JDD. Dans le JDD. Pourquoi? Parce qu'en 2009, Bongo m'avait fait venir à Libreville avant qu'il ne parte. Bongo est parti en juin 2009. Ouais. Il m'a fait venir en avril. Et il m'a dit, il m'avait dit, fiston, il faut que tu sois ma mémoire. Ouais. Je perds pied en France. Je suis devenu pratiquement indésirable. On parle de l'affaire Elf, l'Angola Gate, les biens mal acquis, jusqu'à maintenant d'ailleurs, les biens mal acquis et tout. Moi j'en ai assez. Tu sais tout ce que j'ai fait pour les Français. Un jour tu seras ma mémoire. C'est pour cela qu'en septembre 2011, j'ai tout déballé dans le JDD. Bon, peut-être dernière question dans le livre. Est-ce que, vu votre parcours, vous avez rencontré presque la plupart des chefs d'État qui officiaient en Afrique de l'Ouest? Bon, on n'a pas eu le temps de parler de Gbagbo, mais bon, je pense qu'on a eu l'essentiel. Est-ce que vous avez des regrets? Durant tout ce parcours, vous avez regretté les choses que vous avez faites? Certaines choses ont été faites dont j'ai été le témoin. Certaines choses pas bonnes à dire. Mais vous direz jamais. J'ai été témoin, mais je n'ai jamais été acteur. Il y a eu des choses qui ont été faites qu'il n'est pas bon de dire. Il n'est pas bon de les dévoiler. Mais je n'en ai jamais été acteur. J'ai été témoin. Je sais. Je ne le dirai jamais. Vous n'avez jamais fait quelque chose de répréhensible? Ah non. Ah non. Bien au contraire, monsieur. Bien au contraire. Je n'ai pas pour habitude de dire les choses bien que j'ai faites, mais tant Chirac, quand il était maire de Paris, tant Chirac, quand il était président de la République, tant Sarkozy, quand il était président de la République, m'ont rendu des services éminents auprès de mes frères africains. Visa, HLM, ILN, inscription dans les universités, inscription dans les écoles. Tant de fois, je recevais des appels. Vous savez, à Roissy, ils avaient mon numéro. Tonton, je suis, citoyen gabonais, je suis citoyen sénégalais, je suis arrêté, je suis en garde à vue et tout. Je prenais le téléphone, j'appelais l'Élysée, j'appelais le ministère de l'Intérieur, Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et en 10 minutes, la situation était débloquée. Combien de fois j'ai décroché des appartements de la ville de Paris? Chirac était maire de Paris. Je lui disais, monsieur le maire, s'il vous plaît, cette femme, des enfants, elle a quitté son mari, il y a un revers de fortune sur le plan familial, sur le plan... 48 heures, l'appartement a été trouvé. Je vous assure. D'accord. Auré Bourget, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de participer à cette émission. Et puis bonne chance pour les mémoires. On apprend beaucoup dans le livre. Moi j'ai lu, j'ai pas lâché. Malgré que c'est un livre très volumineux, 600 pages. Et puis c'est un livre, on apprend beaucoup sur la France-Afrique, entre le Sénégal, bien sûr le Sénégal, et puis les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, et puis les chefs d'État africains aussi. Et puis je pense que ça va servir aux chercheurs, aux étudiants, aux gens qui s'intéressent à l'histoire, à la géopolitique aussi. Donc, merci encore de participer à cette émission. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission La Bibliothèque 2. Aujourd'hui, on s'intéressait à ce livre, Les Mémoires de Robert Bourget, qui est en conseiller politique, en avocat aussi. Votre rôle d'avocat, on n'en a pas parlé, mais bon, peut-être une prochaine fois. Voilà, c'est publié aux éditions Max Milo, c'est écrit avec un journaliste, Frédéric Lejal. Ça s'appelle « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Merci à vous de nous avoir... Il y aura une séance de dédicace samedi après-midi
à partir de 17h à l'hôtel Pullman Teranga. D'accord, c'est entendu. Merci à vous de nous avoir regardés. À la prochaine.